Vous savez, sur cette chaîne, j'ai parlé pas mal de manga. J'ai aussi parlé d'adaptation de comics, mais s'il y a un sujet que je n'ai pas assez abordé, c'est bien la BD franco-belge. Changeons ça. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Alors je sais, habituellement ce décor est celui des réactions. Mais étant donné le sujet du jour, je me suis dit qu'une petite entorse à la règle était la bienvenue. Car avant d'être un gros consommateur de manga, eh bien j'ai lu pas mal de BD franco-belges chez mon père. D'Astérix à Aldébaran en passant par le Job Art Team, le gros consommateur de BD qu'était mon paternel avait une collection plutôt diverse. Ce qui m'a naturellement amené à lire pas mal de BD sentant bon le saucisson, le pinard et les gros nez. Et donc aujourd'hui nous allons parler d'une BD bien de chez nous. Et quand je dis bien de chez nous, je devrais dire belge. Torgal. Créé en 1977 par les Belges Jean Van Hamme à l'écriture, oui, je sais, vu le pays, son nom donne très envie de le parodier. Et par Grzegorz Rosinski au dessin, qui a un nom plus difficile à parodier, mais aussi à prononcer. Et le tout édité aux éditions Lombard. Par la suite, plusieurs scénaristes remplaceront Van Hamme, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Il y a également eu plusieurs spin-offs basés sur certains personnages de l'univers, mais ne les ayant pas tous lus et étant composés principalement de background, elles ne seront pas prises en compte dans cette vidéo. Mais avant tout, de quoi parle Torgal? Eh bien c'est l'histoire d'un jeune homme appelé Torgal, si je vous jure. Et tel Goku ou Superman, notre héros se fera adopter dans des circonstances étranges. Mais ici, pas de maître du kung-fu ou de couple de fermiers. Le bébé Torgal se faisant adopter par le chef des Vikings du Nord. Nous suivrons donc les aventures de Torgal, sa femme Aricia et ses enfants, et le tout à travers le monde, ne cherchant que la simplicité et la paix. Et je rassure tout de suite les personnes n'ayant jamais lu la BD, je vais dévoiler le moins de détails possible de l'œuvre. À ses débuts, les aventures de Torgal étaient courtes, ne dépassant rarement que 1 ou 2 tomes. Par la suite, les histoires s'allongeront et deviendront plus complexes, que ce soit dans leurs propos ou dans leur structure, mais tout en restant accessibles. Alors de temps en temps, des histoires plus courtes seront mises en place, mais toujours en lien avec l'intrigue principale, ou alors pour étoffer l'univers. Mais ils arrêteront de le faire petit à petit à l'apparition des spin-offs. Ce qui peut à la fois être vu comme une bonne et une mauvaise chose. D'un côté, faire des spin-offs permet de ne pas s'éparpiller dans l'œuvre principale, mais d'un côté, ça veut dire que si tu veux en apprendre plus sur l'univers, ben faut raquer encore plus. C'est deux manières de voir les choses, les deux ne sont ni bonnes ni mauvaises. Et d'ailleurs, parler de trame principale est un peu faux en soi, étant donné qu'il n'y a pas d'arc principal. Les aventures se succèdent les unes aux autres, mais mis à part le destin extraordinaire de nos héros, eh bien ils n'ont pas de quête spécifique du début à la fin de l'œuvre. Le seul but de Torgal est de vivre une vie simple et paisible parmi ceux qu'il aime. Et ce but va constamment être malmené par les dieux et le destin qui semble interdire à Torgal et à sa famille le moindre repos. Ce schéma se rapprochant beaucoup de certains récits mythologiques montrant un héros devant faire face à un dieu ou un destin dont il ne voulait pas. Et pour une BD sur fond de culture viking, c'est pertinent. Un fond nordique également accompagné d'un côté SF. Alors oui, quand je dis ça comme ça, on peut se dire putain mais quel est le rapport entre la science-fiction et les vikings? Et c'est bien pratique que les auteurs soient proches de la Hollande. Sauf que non, les deux sujets vont très bien ensemble et apportent même des thématiques intéressantes à l'œuvre. La BD se permettant même d'utiliser des influences d'époques diverses comme l'Empire romain, Léonard de Vinci, l'Atlantide et bien d'autres, le tout amené de manière pertinente. Torgal est une BD emplie de mythes divers, mais possède une part plus réaliste. L'esclavage, les notions de conquête, la politique et bien d'autres aspects propres à l'histoire de l'humanité sont très présentes. Pourtant, les deux aspects ne se confrontent pas. Généralement, ils se suivent l'un après l'autre à travers un même arc scénaristique ou peuvent même se superposer, mais toujours de façon parfaitement maîtrisée. Alors par contre, je préviens, entre le côté mythologique à base de dieux nordiques au nom imprononçable, de destin, de magouilles politiques, d'ambition de pouvoir et de richesse qui est pas mal présent, et le côté SF avec des noms tout aussi imprononçables mais très en retrait, Torgal ne se lit pas forcément la main dans le slip. Je vous rassure, rien d'insurmontable, mais vous êtes prévenus. Mais au final, qu'importe l'histoire, que serait-elle sans de bons personnages? Les 4 fantastiques? Dans Torgal, la plupart sont très bien écrits, avec des chara-designs simples mais très efficace. Beaucoup de personnages tertiaires sont attachants comme Djal le Fougueux ou Jazzy le Nain, ou touchants comme Charnia ou Xargos. Des personnages tertiaires, divers et hauts en couleur, qui ont comme seul réel défaut d'avoir des fins assez semblables. Mais c'est assez logique quand on prend en compte le côté mythologique de l'œuvre. Et pour les personnages récurrents, les auteurs nous ont envoyé du lourd. De vraiment récurrents et que je considère comme principaux, on peut noter 5 personnages. Torgal, Aricia, Chris de Valnor, Jolan et Louve. Bon, 6 en fait si on compte le nouveau venu, mais comme il arrive vers une trentaine de tomes, on va dire qu'ils sont 5. Torgal, et vous n'êtes pas obligé de me croire, est le héros. Fort, intelligent, bon et courageux, cet homme ne semble pas avoir de défauts. Et généralement, ce sont des caractéristiques qui m'emmerdent un peu
chercher un personnage. Sauf que, comme je l'ai déjà dit, Thorgal est un homme simple n'aspirant qu'à vivre une vie paisible avec les siens. Dans son état d'esprit, il semble être une fleur magnifique, mais au milieu d'un marais puant. Bon, une fleur qui sait manier l'épée et qui reste l'un des meilleurs archers au monde. Mais tu vois l'idée. Thorgal recherche la paix, mais n'hésite pas à se battre pour ce qu'il croit juste et surtout pour protéger les siens. Les siens, à commencer par Aricia. Fille de roi, elle a préféré abandonner son statut afin de vivre comme des hippies d'amour et de paix avec Thorgal. Au début de l'œuvre, on peut penser que c'est une demoiselle en détresse. Alors oui, mais une demoiselle en détresse viking, donc faut pas trop la faire chier. Globalement, malgré sa récurrence dans l'œuvre, Aricia n'est pas un personnage très intéressant. C'est une femme forte, avec ses peurs, mais qui va toujours de l'avant, rien d'incroyable. En tout cas, de nos jours où ça ne devrait plus surprendre personne. Au fur et à mesure de l'histoire, Aricia et Thorgal ont eu 2 enfants, Jolan et Louve. 2 enfants qui possèdent des dons particulier. Et oui, vous pouvez rajouter super-héros dans les genres de l'œuvre, mais je vous rassure, rien qui ne nuit à la cohérence de l'histoire. Jolan étant pour moi le plus intéressant des deux, on va commencer par Louve. De par les circonstances de sa naissance, la cadette de la famille a une grande affinité avec les animaux. Ne parlant pas beaucoup, mais très curieuse, Louve est la petite fille pure et gentille par excellence. Quant à son grand frère, si vous voulez, c'est un peu comme Sangohan. Il est né avec un don et petit à petit va piquer la vedette à son père. Sauf que comparé à Dragon Ball, Jolan lui va rester sur le devant de la scène en ayant ses propres aventures en parallèle de celles de son père. Jolan est bon et courageux, mais par son jeune âge et sa personnalité, reste moins simple et généreux avec les gens que son père. Ce qu'il va apprendre à affirmer avec le temps. Car malgré toutes les qualités de Thorgal, Jolan n'est pas son père et au fur et à mesure de l'œuvre commencera à réfléchir par lui-même, avec sa propre vision du monde, de la justice et ses propres choix. Et ce, bien sûr, sans oublier l'éducation reçue par Aricia et Thorgal. Et notamment avec mon personnage préféré de l'œuvre, Chris de Valnor. Femme forte, dans un monde d'hommes, Chris a une grande soif de richesse et de pouvoir. Et pour arriver à ses fins, elle est prête à tout. D'abord ennemie de Thorgal, la force des choses les fera s'allier à plusieurs reprises. Chris de Valnor est selon moi l'un des personnages les mieux écrits de l'œuvre. Si elle est aussi forte, cruelle et avide, ce n'est pas par envie, mais surtout pour survivre dans un monde dirigé par des phallus. Sa relation avec les autres est très bien développée et je ne spoilerai pas, mais retenez juste que le tome 28 qui lui est consacré est génial. Genre, vraiment génial. Et que ce soit les personnages principaux ou non, ils sont tous profondément humains. Et c'est l'une des plus grandes qualités d'écriture de l'œuvre. Que leur action soit bonne ou mauvaise, aucun personnage ne semble exagérément perfide ou au contraire beaucoup trop pur. Et je ne dis pas ça comme si dans l'œuvre il n'existait pas de personnages foncièrement bons ou mauvais, mais même eux semblent réels. Pour ce qui est des thématiques de l'œuvre, vous aurez compris que l'une des plus importantes est la soif de paix et d'amour. Une phrase que je compléterai par « dans un monde cruel et brutal ». Car dans Thorgal, même si les protagonistes affrontent des figures mythiques telles que des géants ou des dieux, les plus dangereux et perfides restent les humains. À travers ses aventures, Thorgal nous montre toute la beauté et la noirceur de l'homme. Sacrifice pour un être aimé, avidité de pouvoir ou de richesse, tous les coins de l'âme humaine nous sont montrés dans l'œuvre. Les personnages faisant de mauvaises actions sont rarement nuancés ou montrés avec de la sympathie, et pourtant, malgré toute l'antipathie que nous pouvons avoir pour eux, ils ne sont pas montrés comme des méchants guidés uniquement par le mal. C'est justement leur humanité qui les pousse à faire de mauvaises actions, tout comme cette même humanité qui inspirera d'autres personnages au meilleur. Thorgal nous montre des personnes vivant dans un monde hostile et ayant évolué dedans. Mais là où la plupart des hommes s'adaptent et fusionnent avec ce monde, Thorgal et sa famille, eux, essayent de trouver une alternative leur apportant le bonheur. Une alternative qui n'est pas due à la richesse, mais à l'amour de ses proches et à la paix. Pour conclure, Thorgal est un classique de la BD franco-belge que je vous conseille vivement. Riche en péripéties, en émotions, avec des personnages attachants et des intrigues fascinantes, si le mélange des genres ne vous rebute pas, alors vous ne pourrez qu'apprécier cette BD. Une BD faisant autant travailler son imaginaire que son cœur. Finir de façon cucu, c'est fait. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Pour moi, c'était une vidéo très importante à faire. Pour des raisons qui me sont personnelles, mais également parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui parlent de BD franco-belge sur YouTube. Donc voilà, j'ai commencé à mettre ma petite pierre à l'édifice et je pense que je recommencerai de temps en temps. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner à la chaîne. Et en attendant, passe une excellente journée, /soirée, /un serveur espace-temps.